Bonjour et bienvenue sur ce tuto. En quelques secondes, vous saurez créer facilement des images en 3D. Le relief ressenti est saisissant en regard de la simplicité du procédé. Avec une ou deux caméras et un peu de bricolage, la création de vidéos en 3D prendra un peu plus de temps. Mais la difficulté principale reste la lecture du résultat. L'image proposée ici l'illustrera. Sans autre moyen que l'aptitude à loucher, derrière ce doublon se cache une seule image en relief. Mettre en pause et essayer de loucher sur ces deux images. Rares seront ceux qui ne verront là, alors en une seconde ou deux, qu'une seule image en relief. Le procédé est des plus simples. Nul besoin de lunettes polarisées ou bicolores comme dans le cas des anaglyphes. Il est aussi bien plus confortable que la lecture des autostéréogrammes. S'agissant du confort, on peut être sceptique, mais nous louchons sans le savoir et sans fatigue lorsque nous lisons le journal et que nos deux axes de vision convergent à 25 cm. Une petite expérience ludique sur la vision binoculaire. Tenir verticalement un crayon dans la main droite et toucher sa mine avec l'index gauche. Facile. Opérer de même, mais en fermant un œil, en plaçant le crayon dans une autre position bien différente pour éviter le phénomène de mémorisation. Cette fois, c'est raté. Cette expérience illustre comment notre vision binoculaire nous permet d'apprécier les distances. Dans l'évolution des espèces, c'est un atout vital. Nous n'avons pas deux yeux dont un de rechange. Examinons dans le détail l'illustration suivante. Le fond de scène est tapissé d'images en 3D que l'on verra en détail un peu plus loin. Sur l'écran, image D et image G sont les deux images génératrices du relief. Remarquez que les positions sont inversées, nous y reviendrons plus loin. Par la simple vue, nous devons les superposer pour n'en créer qu'une seule qui sera alors en relief. Ainsi, les directions des axes de visée viendront se croiser en I. Il faut loucher pour viser I. Les images sont donc plus éloignées. Comment trouver ce point? L'œil droit ne doit voir que l'image de gauche, image D. En fermant l'œil gauche et en déplaçant un volet de carton de droite à gauche, il sera facile d'occulter image G. On maintient alors ce carton et l'on ouvre alors les deux yeux. En fermant l'œil droit et en déplaçant un volet de carton, il sera facile d'occulter cette fois image D. On maintient alors ces cartons et l'image en relief apparaît seule. Voici un autre procédé décrit lentement, mais plus rapide et n'utilisant qu'une seule pointe de crayon. Positionnez une pointe de crayon à environ 30 cm de l'écran, près de la ligne de séparation des deux images, sensiblement au milieu, et, sans la lâcher des yeux, l'avancer vers soi lentement. À défaut de crayon, on peut utiliser le pouce dont l'ongle sera marqué d'une ligne médiane rouge. Pour plus de précision sur le milieu et tout en maintenant son regard sur la pointe du crayon, on doit observer en arrière-plan des deux images une troisième image centrale, plus étroite que les latérales. Remarquez que seul le crayon est net, mais il n'est pas situé au milieu des deux images. Il est alors facile de le déplacer latéralement pour le positionner bien au centre. Il suffit alors de déplacer le crayon vers soi, son nez plus précisément, pour que les trois images d'arrière-plan aient très sensiblement la même largeur. Il est alors temps de faire le point sur ces images et non plus sur le crayon que l'on laissera tomber. Seule l'image centrale est en relief et nette. Pour un plus grand confort de lecture, on peut occulter chaque image latérale avec la paume de la main, ce qui sera bien plus facile à réaliser si la mise au point a été faite avec l'ongle du pouce strié. Attention, ce défilé d'images est essentiellement explicatif. Inutile de faire une copie d'écran
et découper l'image centrale en espérant la confondre avec un hologramme arc-en-ciel. Si cette approche se révèle insuffisante pour les loucheurs les plus récalcitrants, voici maintenant quelques procédés qui apportent un confort de lecture dont tout un chacun pourra profiter. On n'insistera jamais assez pour montrer la difficulté à loucher. Je propose donc 4 solutions, même si celle abordée jusqu'ici a toutes mes faveurs. Première solution, télévision. Regarder les photos et vidéos 3D sur un écran de télé présente 2 avantages. Étant plus éloigné de l'écran, l'effort de louchement est bien moindre. On pourra alors se rapprocher de l'écran sans perdre la stéréoscopie. De plus, dans ces conditions, plusieurs personnes peuvent s'inviter au spectacle, à condition toutefois qu'elles soient rapprochées dans l'axe principal de vision de l'écran. Avec devant 3 enfants assis par terre, puis 3 personnes assises de front, 3 autres debout derrière et 3 autres debout sur un escabeau, le spectacle est assuré pour le concours du meilleur loucheur. Deuxième solution, avec un peu de bricolage. On commencera par une lunette de vision munie de prismes de faible dioptrie, angle d'environ 10 degrés, et de volets rabattables. Les prismes facilitent considérablement l'effort de louchement. De telles lunettes sont proposées par les ophtalmologues lorsque le patient souffre de strabisme. À moins d'être dans ce cas, il faudra réaliser les lunettes par ses propres moyens. Coller 2 prismes sur les verres d'une paire de lunettes à 4 sous ne pose pas de problème. S'agissant des prismes, je suis passé par un vitrier bienveillant qui, pour une misère, m'a découpé une vingtaine de prismes dans une vitre biseautée. On peut aussi bien réaliser ces prismes avec de la résine pour inclusion d'insectes. Je pense qu'alors, en inclinant le récipient, on devrait pouvoir faire ainsi des prismes de 10 degrés environ. Le résultat n'est pas très élégant, mais pour autant efficace. Troisième solution, utiliser un casque d'immersion. Les photos doivent donc se trouver dans un portable, mais dans ce cas, il n'y aura pas à permuter l'emplacement des images, car chacune est observée à l'infini à travers une loupe à 4 sous. Aucun effort de louchement. L'image qui a été prise par l'œil droit restera à droite. Un casque d'immersion basique comme celui-ci est très abordable. Inutile de le construire à partir de 2 loupes. Il dispose d'un réglage de l'écartement des loupes pour l'adapter à son écart pupillaire. Il n'est pas si facile de disposer les 2 images dans un format 2:1 pour profiter de tout l'écran du portable, car la plage de latitude de l'écartement des loupes est relativement réduite. C'est à la prise de vue que l'on prendra le plus grand soin à viser le même point avec ses 2 yeux. À noter que si l'on utilise le boîtier à miroir comme plus loin pour des sujets mobiles, il faudra veiller à ce que les miroirs donnent des images convergentes sur le point précis d'observation du sujet principal et non pas sur son prolongement sur l'horizon. Dernière solution, utiliser des volets de vision. Facile à réaliser, elle me semble être la solution la plus facile pour la lecture sur un écran de PC comme dans ce tuto. Dans une feuille rectangulaire de papier à dessin noir, de préférence, pliée en 2, en ajoutant momentanément un intercalaire de l'épaisseur de cette feuille afin de faciliter le glissement, on insère 2 volets de papier noir qui permettront de limiter le champ de vision à l'essentiel en les poussant latéralement avec les doigts de sorte que l'œil droit ne voit que l'image de gauche et le gauche l'image de droite. On accole une flèche de visée découpée dans la même feuille. La variante de droite proposée n'implique qu'un mouvement vertical descendant pour rapprocher les volets. On peut déposer un laser de pointage sur le support en bois pour s'assurer que le dispositif vise bien le milieu des 2 images. Voilà pour la théorie. Mais le mode opératoire est alors facile si l'on suit à la lettre les consignes. Première option. À ce stade, à défaut de mettre en pause le tuto ou d'y revenir après avoir réalisé le support de volet, voilà comment procéder. On dispose les volets afin qu'ils dessinent un rectangle semblable à celle d'une seule et unique image.
la droite ou la gauche. Puis nous plaçons l'écran de visée près de l'écran du PC, au centre du doublon. On avance alors la feuille vers soi jusqu'à ce qu'une seule image apparaisse qui épouse sensiblement le cadre de l'écran de visée. Elle est en relief puisque l'œil droit ne voit que l'image gauche et vice-versa pour le gauche. Deuxième option. On commence par bien écarter symétriquement les deux volets de façon à n'avoir qu'à les rapprocher sans retour. Puis, on tient horizontalement le cadre avec les deux coudes sur le bureau, inclinés vers l'écran du PC à environ 40 cm de l'écran. La seule difficulté est de viser le centre du doublon, car chacun a son propre œil directeur. Si par exemple vous pointez votre doigt sur le centre du doublon et qu'en fermant l'œil gauche vous le pointez toujours, c'est que vous avez l'œil directeur droit. Pour être sûr que le centre du doublon est dans l'axe de symétrie du viseur, il faut bien se positionner dans l'axe central de la paire d'images. On pose les coudes sur le bureau, bien symétriquement par rapport au centre de l'écran. Comment viser le centre du doublon alors que notre œil directeur vise l'image de gauche par exemple? On peut toujours tracer perpendiculairement à l'écran un axe sur le bureau avec une feuille de papier ou une règle et pourquoi pas une glissière perpendiculaire à l'écran du PC. L'idéal me semble être un pointeur laser fixé et centré sur le support rigide des volets. Mais en pointant la flèche de visée sur l'axe de symétrie des deux images, en regardant uniquement la flèche, on doit apercevoir subrepticement en arrière de la flèche une image centrale. Il suffit alors de porter son regard sur cette image et déplacer le viseur latéralement pour que la flèche apparaisse au centre de l'image centrale. Remarquons que cette double vision est naturelle, comme lorsque nous observons un oiseau sur une branche, tandis que nous remarquons derrière le feuillage des autres arbres. À ce stade, il nous suffira de rapprocher le viseur en maintenant les coudes posés et en ramenant lentement les avant-bras vers soi. Simultanément, on rapprochera doucement les volets pour un meilleur confort de lecture. En espérant qu'au moins une étape précédente ait été franchie avec succès, nous pourrons maintenant passer à plus facile avec une réalisation pratique nécessitant un seul appareil photo. Cette réalisation ne pose aucun problème. Cette double image a été réalisée avec un appareil photo numérique basique positionné successivement sur l'œil gauche puis sur le droit en visant dans les deux cas le point central et surtout sans mouvement de la tête. Les deux photos ont alors été juxtaposées dans un cadre en utilisant MS Paint Windows. Dans le cadre de présentation de ce doublon, afin que le louchement soit efficace, on aura mis la photo prise avec l'œil droit à gauche et la photo prise avec l'œil gauche à droite. À la lecture, en louchant, on vérifiera facilement que ce montage est correct. Il est facile de rogner les photos pour qu'elles entrent dans ce double cadre. On peut tout aussi bien réaliser des photos en extérieur à condition de garantir une immobilité du sujet. Voici un contre-exemple. La problématique est illustrée sur cette image. On peut tout de suite observer le relief du sujet. L'inclinaison de l'horizon n'est pas volontaire, mais je la mets à profit pour montrer qu'elle n'influe pas sur la qualité du relief. De plus, la scène est saisie au cours d'une mer très agitée. Il est impensable de prendre deux photos décalées comme mentionné plus haut, et je suggère donc 3 procédés du plus cher au moins cher. Le premier procédé nécessite un dépôt de brevet. Petit clin d'œil au fabricant de téléphone. J'ai dû modifier quelque peu mon téléphone en ajoutant une seconde caméra dans le boîtier. Ce procédé est rapide, très facile à manipuler et surtout particulièrement discret. Mais, faute d'avoir les fers à souder adaptés, la modification est essentiellement de nature graphique dans cette photo remaniée sans recours à l'IA. Le second procédé nécessite un peu de bricolage, comme le laisse supposer l'image jointe. Toutes les photos ou vidéos proposées dans ce tuto ont été réalisées avec ce procédé. Un peu encombrant,
mais efficace et pas cher du tout. Le troisième procédé fait appel à un jeu de caméra de type GoPro. J'ai utilisé une version Thomson THA 485, bien moins chère et suffisante. Mais le prix des deux caméras peut faire hésiter. On peut éventuellement les louer. Quelques commentaires maintenant sur ces procédés. Le second procédé nécessite de faire un boîtier de bois aux dimensions données. Le volet pliant préserve la propreté du miroir pour le stockage. Un seul miroir est mobile. Il peut être intéressant de pouvoir actionner la rotation du miroir à l'aide d'une tige qui traversera le boîtier et que l'on pourra bloquer avec une vis papillon. Il sera alors facile de cadrer le centre des photos droite et gauche. L'axe de l'appareil photo sera au centre des miroirs. Dans le troisième procédé, les deux caméras sont suspendues par des pointes de clous sur un support pour les maintenir horizontales sans frottement. Afin d'éviter les oscillations parasites, le support des caméras est lesté d'un plomb de pêche qui trempe dans un tube de liquide pour vaisselle. Il faudra lester l'ensemble suspendu pour qu'il reste horizontal. Afin d'accéder facilement au réglage des caméras, il suffira de percer le bois pour laisser passer un crayon. Ce support peut être placé sur une voiture, soit sur une galerie, soit sur le pare-brise. Cette image montre comment la positionner sur le pare-brise. Dans ce dernier cas, je vous confie ma méthode. La force du vent et la pression des essuie-glaces suffit pour un maintien efficace. C'est une méthode moins capricieuse que des ventouses, mais assujettie au type de pare-brise. Une petite remarque, si l'envie vous prend d'utiliser votre voiture, veillez à ce que le dispositif embarqué ne gêne pas votre conduite. Et n'oubliez pas de flouter les pages d'immatriculation. À ce stade du tuto, il ne me reste plus qu'à passer à l'enregistrement des photos et vidéos sur PC. Le cas le plus simple, illustré ici par un format de départ 16/9, est celui d'une photo d'un sujet immobile prise avec un seul appareil en extérieur comme en intérieur. Il suffira de les rogner avec MS Paint par exemple pour n'en conserver que 2 images au format 1:1. Dans le cas de sujet en mouvement, il faudra utiliser le système à 2 caméras ou le boîtier à miroir. Cette image montre les effets de la correction facile dans le cas du boîtier à miroir en éliminant la zone floue centrale due au bord des miroirs. On peut limiter la largeur de cette zone avec des miroirs bien plus fins et chers, ou encore avec une focale plus courte de l'appareil de prise de vue. Enfin, si l'on utilise le système à 2 caméras, il suffira de procéder de la même façon en se préoccupant uniquement du centrage car il n'y a pas d'effet de bord. Dans le cas de vidéo, le traitement nécessite un logiciel vidéo. Il en existe plus d'un apte à résoudre les problèmes précédents de rognage ou de cadrage. J'utilise pour ma part Wondershare Filmora qui me donne toute satisfaction dans une version basique qui n'utilise pas l'intelligence artificielle. Payant certes, mais abordable. Je procède à une mise en page en faisant appel à l'incrustation d'une vidéo dans une vidéo, en choisissant un modèle constitué de cadres identiques dans lesquels il suffira d'insérer les vidéos droite et gauche. On verra plus loin un exemple illustrant le résultat avec le ferryboat du Vieux-Port de Marseille sur fond de Notre-Dame de la Garde. Si ce tuto vous a mené jusqu'ici, vous êtes sans doute intéressé par l'optique ou encore par l'état d'esprit dans lequel il a été réalisé, sans aucune intention lucrative avec le seul plaisir de partager ses connaissances. Vous trouverez donc dans le descriptif de cette vidéo des hyperliens vers des sites YouTube et vers un site révélateur de ma formation de physicien, physiquecommejaime.fr. Dans ce dernier site, et sans connaissance préalable, vous découvrirez l'holographie de A à Z en quelques dessins et animations et saurez comment se réalisent les hologrammes, fleurons de la vision en 3D. Dans le domaine sportif et dans le même site, au chapitre vélo facile, vous apprendrez à pratiquer le vélo sans effort, sans batterie et d'une manière originale.
Sur YouTube, 4 thèmes. Modifier une paire de jumelles standard. Vous en arriverez ainsi à compter les facettes des yeux d'une libellule sans la voir s'envoler, ou encore réaliser un microscope de fortune de grossissement au moins égal à 25 avec une épine de buisson. Deuxième thème, perspective en 3D. Vous finirez par dessiner une cathédrale gothique. Troisième thème, chorale pour grands débutants. Sans aucune connaissance préalable du solfège, vous irez jusqu'à lire une partition. Dernier thème, poussée d'Archimède. En quelques dessins, sans aucune expérience de physique classique, à partir de notre biométrie. Les 34 images et vidéos suivantes illustrent les effets 3D et sont à lire en louchant sur le PC. N'oubliez pas de les mettre en pause et de sortir le crayon. Elles sont le reflet d'une région qui m'est chère. Bonne lecture et merci de m'avoir suivi jusqu'ici. La caractéristique essentielle de cette série d'images reste la recherche du relief. Fontaine du Vaucluse, source de la Sorgue. La Sorgue vue de haut. Le bord de la Sorgue. Olivier au Beau. Les Beaux. Lourmarin. Iris à Lourmarin. Deux images au pied de la Sainte-Baume, début de printemps. La Sainte-Baume au pied du pic de Bertagne. Un petit vallon à la Sainte-Baume. Sainte-Baume, deux vues sur la Sainte-Victoire. Quatre images de l'eau courante en haut de la Sainte-Baume. Deux images, forêt domaniale de la Sainte-Baume. Trois images, Sugiton dans les Calanques. Trois figures emblématiques de Marseille. Premier essai d'images en 3D de mon jardin à Marseille. Une vidéo de Marseille.